Bon, voilà, on y est. Donc, aujourd'hui, un cours assez court, sans jeu de mots, avec, donc voici le plan, s'il veut bien apparaître. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un cours sur les arbres. Donc c'est pas super long. J'espère qu'on n'en aura pas pour les 2 heures, enfin les 2h40 complètes. Je crois que ça vous arrangera bien. Donc si en plus vous ne faites pas l'exercice, ce sera très court, parce que la théorie, je pense que j'en ai pour une moitié de cours, et puis l'exercice, ben, où vous le faites sérieusement, je reste à disposition pour répondre aux questions, comme d'habitude. Alors, donc tout ce qui est dans le plan ici, je ne vais pas le voir. Donc on va uniquement voir le calcul des arbres proprement dit. Donc dimensionnement en résistance des matériaux des arbres. Le fretage, je ne vois pas cette année au vu des conditions qui s'annoncent. Et le montage à clavette, c'est tellement simple et tellement bête qu'on ne va pas s'embarrasser de cela non plus cette année. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le dimensionnement des arbres. Donc, c'est quoi le but d'un arbre? C'est de transmettre une puissance ou éventuellement un positionnement. Et il y a 3 critères de dimensionnement principaux. Donc, le premier, c'est la résistance, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui au cours. Le deuxième critère, c'est la rigidité. Donc, il ne faut jamais oublier, notamment dans vos projets, hein, parce que c'est encore bien souvent la rigidité plutôt qui pose problème plus vite que la résistance, parce que c'est pas parce que votre arbre résiste bien que il peut très bien n'être pas assez rigide et poser des problèmes par rapport au montage et par rapport au mouvement qu'il peut avoir. Donc, voilà, tout dépend de ce que vous mettez évidemment sur cet arbre. Mais donc la rigidité, ça peut être un critère. Et un dernier critère qui est la vitesse critique et que je ne vois pas, mais il faut savoir que lorsqu'on étudie un arbre, il peut y avoir des fréquences, notamment de résonance, à certaines vitesses critiques, et cela s'étudie pour éviter de faire casser le système. Mais donc nous, on va s'occuper principalement de la résistance, calcul des arbres en résistance. Donc il y a une grande marche à suivre euh, en 7 étapes. Donc c'est toujours la même chose. Et les premières étapes, ça fait appel plutôt à la mécanique statique de première. Donc attention. Donc première chose, c'est de calculer les réactions dans les plans horizontal et vertical. Donc quand vous avez un arbre, vous avez des efforts sur cet arbre, sur les éléments de cet arbre, par exemple des engrenages, des courroies. Vous avez des efforts, c'est en 3D, hein. Et donc la première chose qu'on fait, c'est de calculer dans le plan horizontal et dans le plan vertical les réactions d'appui de l'arbre. Une fois qu'on a ces réactions d'appui, on calcule la répartition des couples de torsion, encore une fois, en fonction des éléments. Ensuite, à partir des réactions d'appui sur l'arbre, on peut calculer la répartition des moments de flexion dans les plans horizontal et vertical, encore une fois. Donc, c'est simplement les MNV que vous faisiez en première, en mécastat, et que vous avez sûrement fait encore par la suite dans les cours de construction. On fera un petit exemple tout à l'heure, hein, un exercice. Une fois que j'ai la répartition des moments de flexion dans les plans vertical et horizontal, je regarde où il y a un point critique et je calcule le moment résultant, qui est la racine carrée de la somme des carrés des composantes des moments dans le plan vertical et dans le plan horizontal. Hein, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une répartition dans un plan horizontal, une répartition dans un plan vertical, et évidemment, la combinaison des deux moments de flexion vous crée un moment oblique, là, dans un plan oblique, qui vaut la racine carrée de la somme des carrés des composants. Une fois que l'on a fait tout cela, on calcule la répartition des charges axiales éventuelles sur l'arbre. Donc, ce n'est pas toujours fréquent d'avoir une charge axiale dans l'arbre, hein, mais ça peut arriver. Et enfin, on détermine alors la section critique, c'est-à-dire là où les sections où le moment est le plus élevé et où il peut y avoir plusieurs endroits. À certains endroits, c'est peut-être le moment qui est élevé, à un autre, c'est peut-être la force axiale, à un autre, c'est peut-être la torsion. Donc, on repère les sections critiques et on calcule dans ces sections critiques, évidemment, tous les éléments.
Et une fois que l'on a ces sections critiques et donc les moments et charges axiales et de torsion qui y correspondent, on peut enfin utiliser les formules que je vais voir ici dans le cours, qui vont permettre de calculer le diamètre de l'arbre. Si vous faites une conception, c'est-à-dire si votre question c'est j'ai des éléments, mon arbre doit transmettre une certaine puissance, j'ai certaines charges que subit cet arbre, et j'aimerais bien savoir quel doit être son diamètre, c'est ce qu'on appelle un exercice en conception. Plus de type projet, par exemple, comme vous pouvez avoir cette année. Ou bien, vous pouvez avoir un autre problème, c'est je vous donne le diamètre d'un arbre, je vous dis les charges qui s'exercent sur cet arbre, et je vous demande de vérifier la sécurité par rapport au chargement qui est donné. Donc ça, c'est souvent plus facile, hein, c'est une vérification. La conception est souvent un petit peu plus complexe, puisque on ne sait pas où on va. Donc voilà, ça, ce sont toujours les 7 grandes étapes à suivre dans le dimensionnement d'un arbre. Alors, il y a 3 grands principes, enfin, 3 grands codes pour justement dimensionner un arbre. Le premier, c'est le code ASME, c'est le plus simple. Donc, il est surtout basé sur des règles de bonne pratique, en fait. La base, c'est un Tresca statique, donc on ne tient pas trop compte de la fatigue, si ce n'est au travers de coefficients qui vous sont donnés dans des tables. Donc c'est assez empirique. Hein. Donc la base, c'est de déterminer une limite élastique qu'on appelle SP, et qui est égale au minimum de B fois 0,18 SUT ou de B fois 0,3 SY. Donc voilà, il faut simplement suivre le code ASME. Hein. Donc vous calculez B fois 0,18 SUT, B fois 0,3 SY, et vous prenez le minimum, et vous avez SP. Alors B, qu'est-ce que c'est? C'est si vous n'avez pas de concentration de contrainte, c'est un coefficient qui vaut 1, et si vous avez des concentrations de contrainte, on le prend à 0, égal à 0,75. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de notion de coefficient de sécurité ici. Tout est inclus dans le coefficient B et dans ce coefficient SP, enfin dans cette limite SP que l'on calcule. Hein, donc, derrière le 0,18 SUT, enfin, le 0,18B SUT et le 0,3B SY se cache une sécurité de bonne pratique pour le dimensionnement des arbres et qui dépend, enfin, qui est prise en compte dans le compte ASME. Alors, à partir de là, ben, on calcule, donc on va comparer en fait la limite SP calculée précédemment à une contrainte tangentielle maximale, taux max, qui est donnée par la formule 16 sur pi d cube fois la racine carrée de Cm fois le moment au carré plus Ct fois t au carré. Alors, M et T sont respectivement les moments de flexion et de torsion, et Cm et Ct, ce sont en fait simplement des coefficients que l'on va chercher encore une fois dans des tables. Donc ça, je vais vous montrer ces coefficients-là par la suite. Donc ça, c'est la formule simplement du calcul d'un taux, d'une contrainte tangentielle lorsqu'il existe un moment de flexion M et un moment de torsion T. Hein, c'est des formules que vous pourriez retrouver par vous-même, des formules de résistance de matériaux. On a ce taux max, on le compare avec la formule précédente de la limite SP calculée précédemment, et on obtient une formule de conception qui est donnée par D égale, entre parenthèses, 5,1 sur SP fois Cm fois M au carré plus Ct fois T au carré, le tout sous la racine carrée, le tout sous la racine cubique. Voilà. Donc, pourquoi la racine cubique? Ça vient du D cube. Hein. Si vous regardez taux max égale 16 sur pi d cube, forcément, si vous isolez le D, vous allez avoir une racine cubique qui va intervenir. Et la racine carrée, elle vient des carrés et de la racine carrée de la formule. Donc, voilà la formule de conception à appliquer, je dirais presque bêtement. Je rappelle que Fs est inclus dans le calcul du coefficient SP. Et les coefficients Cm et Ct, ils sont donnés par le tableau que vous pouvez voir ici à l'écran. Donc, en fonction du chargement, si vous avez une charge constante, vous aurez des coefficients Cm et Ct de 1,5 et de 1. Si vous avez des chocs mineurs, on a une marge. Alors,
on me demande toujours, oui, mais il faut prendre un et demi ou deux. Ben voilà, c'est vous qui choisissez si vous voulez être fortement en sécurité ou pas. Vous avez le choix entre 1,5 et 2 pour les chocs mineurs, pour le coefficient CM par exemple. Pour le coefficient CT, c'est entre 1 et 1,5. Et ainsi de suite pour les chocs majeurs. Pour des arbres, alors ça c'est pour les arbres de transmission ou de renvoi. Donc les 4 premières lignes, ce sont pour les arbres de transmission ou de renvoi. Et pour les arbres stationnaires, pardon, eh bien, vous avez les 2 dernières lignes avec la distinction entre charge lente et charge rapide. Donc ça, en général, je vous le donne évidemment dans l'énoncé du problème, hein. Maintenant, si c'est pour votre projet, ben, vous devez juger du type d'arbre et du type de charge qu'il subit. Voilà pour le code ASME. Donc, Monsieur, oui, juste une petite question. Vous attendez quoi par choc mineur et majeur? Qu'est-ce qu'il y a un choc mineur et qu'est-ce qu'il y a un choc majeur alors? Dans ce cas-ci, on ben, va dire. je dirais du bon sens. Donc, exemple, vous dimensionnez l'arbre d'un concasseur, je dirais choc majeur. Oui, Voilà. oui. Vous avez un processus par courroie, transmission par courroie. Voilà, souvent, il y a assez, enfin, ça dépend évidemment de ce qu'il y a derrière comme machine, si c'est une machine qui démarre souvent ou pas souvent, mais un processus, je veux dire, assez constant avec une transmission par courroie, je dirais plutôt on est dans une charge constante, quoi. Voilà. Et entre les deux, ben, vous avez toute la gamme possible. Donc voilà, c'est un peu du bon sens. Je dois vous avouer, je ne suis pas allé voir dans le code ASME pour voir s'ils définissent plus précisément ce qu'ils entendent par choc mineur et choc majeur. Ça Voilà. va, ok. Pas de Ça souci. va? Ça va, ok, merci. Alors, donc ça c'était la première méthode qui était le code ASME. Deuxième méthode qui est basée sur le code de Westinghouse, et ça se base sur le principe du cisaillement maximal, mais en tenant compte cette fois de la fatigue, non pas à travers des coefficients empiriques, mais à travers un vrai calcul en fatigue. Donc, ce qu'on suppose, c'est qu'en général, ben, pour une très très grande majorité des arbres, eh bien, on a un moment constant qui va créer des contraintes variables puisque l'arbre tourne, hein. Vous avez un moment, vous avez un arbre avec une flexion, vous prenez une transmission par courroie, ben, vous avez une courroie qui tire sur la poulie et donc qui va créer une flexion dans l'arbre. Le fait que l'arbre tourne, ça crée évidemment des contraintes en flexion variables. On a également un moment de torsion T qui, lui, bah, très souvent, c'est un moteur qui va fournir une énergie constante, une puissance constante, pardon, et donc il va fournir une torsion constante dans la roue. Et donc on va considérer qu'on a des taux constants. Donc ça, pour une grande majorité des arbres. Après, on généralisera. Alors, suite à ce constat-là, eh bien, on va utiliser la théorie de Tresca, plus la droite de Soderberg. Je pense que c'est démontré dans les notes. Je ne vois pas la démonstration parce que je n'en vois pas l'intérêt, puisque par ailleurs, vous devez être capable d'utiliser Goodman modifié dans le cadre d'exercices en fatigue. Par conséquent, je ne vois pas l'intérêt de montrer la démonstration de cette formule, mais sachez que c'est vraiment comme un exercice que vous faites en fatigue, mais en paramétrant les sigma variables et les taux constants. Et à partir de là, on tire une formule qui vous permet de calculer D ou de calculer une sécurité par rapport à un diamètre donné. C'est toujours, ça dépend si vous faites un calcul de conception, vous n'avez pas le diamètre, ben, la formule vous donne le diamètre. Et si vous inversez la formule, si vous prenez, vous avez un diamètre et que vous voulez calculer une sécurité par rapport au cas de charge, ben, vous inversez simplement la formule. Alors, voilà la formule en question qui est donnée. Donc D égale, bon, racine cubique, racine carrée d'un machin. Et là, vous voyez apparaître ici au début 32 Fs sur pi. Eh bien, le Fs, c'est le coefficient de sécurité désiré. Donc, si vous utilisez cette formule en conception, eh bien, vous vous dites, moi, je veux une sécurité de 2. Dans le cadre de votre projet, vous n'avez pas encore d'arbre. Et vous savez que vous devez transmettre une certaine puissance, donc qui correspond à un certain couple de torsion T. Vous savez que vous allez avoir une certaine flexion parce que vous transmettez cela par un engrenage qui crée une certaine force, qui va créer une flexion. Bref, vous avez toutes ces données-là. Vous vous donnez un coefficient de sécurité et cette formule va vous donner le diamètre de l'arbre pour la sécurité désirée. Vous pouvez retourner évidemment cette formule et pour un diamètre donné et un chargement donné, calculer la sécurité qui y correspond.
Donc voilà la formule inversée. Donc vous avez une formule et de conception et une formule de vérification. Et là, il suffit d'appliquer. Donc quand je vous demande un exercice sur les arbres, alors ce que je fais très souvent, c'est que je vous demande de le faire en fatigue dans un premier temps, donc par rapport à la droite de Goodman, et puis de vérifier avec les formules des arbres, c'est-à-dire code de Westinghouse ou code ASME ou le code que vous verrez, qui est la dernière méthode que je vais voir juste après. Alors, cette formule, on peut la généraliser. Hein. Comme je l'ai dit, on est dans le cas, c'est vrai, d'une grande majorité des arbres avec du taux constant et du sigma variable dû à la flexion. Maintenant, si jamais on suppose qu'on peut avoir de la torsion variable et un moment de flexion variable également, eh bien, on généralise simplement la formule en remplaçant là, dans la parenthèse au carré, là vous voyez le couple de torsion T divisé par SY, eh bien, par symétrie, puisque ce qui est constant est divisé par SY et ce qui est variable, ce qui crée des contraintes variables, le M est divisé par la limite en fatigue SE, eh bien, on généralise les formules et si on a une torsion variable, eh bien, on mettra dans la parenthèse du T moyen, c'est-à-dire supposé représenter le T constant divisé par SY, plus du T alterné divisé par la limite d'endurance SE. Et on fait pareil dans la parenthèse des contraintes de flexion, c'est-à-dire du moment de flexion, c'est-à-dire qu'on va scinder le M en un M moyen et un M alterné, chacun étant divisé par soit la limite élastique, soit la limite d'endurance. Donc ça dépend si c'est le moyen ou si c'est l'alterné, bien sûr. Voilà, et cette formule ainsi est généralisée et vous permet également de calculer, soit en conception de diamètre, soit en vérification, la sécurité FS. Alors, une dernière méthode, comme annoncé, c'est celle de von Mises-Henke. Alors, von Mises-Henke, comme son nom l'indique, il est basé sur les contraintes de von Mises. Donc là, on repart de toutes les contraintes que l'on peut trouver dans l'arbre. Donc, si on a un moment constant et un moment alterné, on aura, si on a un moment qui crée des contraintes en flexion alternée, on va avoir un sigma x, une contrainte longitudinale alternée dans l'arbre, qui vaut 32 fois le moment de flexion divisé par pi dq. Ça, c'est formule de RDM classique. Donc ça, c'est la contrainte de flexion alternée créée par un moment constant. Alors, si on a une charge axiale sur l'arbre, eh bien, cela va créer une contrainte moyenne longitudinale, donc selon l'axe des x, qui est égale à 4F sur pi d carré, force divisée par la section de l'arbre. Donc ça, c'est des contraintes constantes, causées par une charge axiale constante. On a du taux XY moyen qui est créé par un couple de torsion moyen, Tm. Donc la formule, c'est 16 Tm sur pi d cube. Donc partie moyenne du couple éventuellement variable. On peut avoir des taux alternés, taux XY alternés, donc qui sont dus à la partie variable du couple de torsion. Donc on met 16 Ta sur pi d cube. Ça, c'est la partie variable du couple variable. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a des contraintes sigma x alterné, sigma x moyenne, des taux xy moyen, taux xy alterné, et on définit des contraintes de comparaison moyenne et alternée à l'aide des formules de von Mises. C'est-à-dire que je reprends le précédent. Ce qui est embêtant ici, c'est que vous avez du sigma et du taux, moyen et alterné. Or, quand on fait un exercice en fatigue, on a besoin, en général, on est sur le diagramme uniquement de flexion ou uniquement de traction-compression et on a un sigma moyen et un sigma alterné. Eh bien, ici, on va définir un sigma moyen à partir du sigma x moyen et du taux xy moyen. Et ça à l'aide de la formule de von Mises. Donc finalement, voilà ce que ça donne. Ici, ça commence par l'alterné, pas de chance. Donc à partir des contraintes alternées de flexion, sigma x alterné et du taux xy alterné, eh bien, je rentre ça dans la formule de von Mises.
qui me donnait un sigma de comparaison, hein, que je pouvais comparer à SY, si vous vous souvenez précédemment, vu au premier cours. Eh bien, on va définir donc ici un sigma alterné, qui est la racine carrée du sigma carré plus les 3 taux carrés. Voilà. Et en remplaçant le sigma x et les taux xy par les formules précédentes, hein, puisque le sigma x est dû à un moment de flexion, le taux xy est dû à de la torsion, eh bien, on obtient la formule ici, 32 sur pi dq fois la racine carrée de m carré plus 3 quarts de t1 carré. On fait pareil pour le sigma moyen. On va rechercher les contraintes de sigma x moyenne et les taux xy moyens. À partir de là, on calcule la contrainte de comparaison par von Mises qui s'appelle sigma m prime. Et en rentrant dans les formules sigma x et taux xy, les formules qui donnent ces contraintes en fonction des moments de flexion et des moments de torsion, eh bien, on obtient la formule ici à droite. Alors attention, ici, pardon, j'ai dit moment de flexion, je me suis trompé, parce que le moyen, lui, il est donné que par une contrainte axiale constante due à une force axiale constante F. Voilà, donc vous avez ici le F qui intervient, hein, FD sur 8 au carré, et le T moyen, le couple de torsion moyen, qui va créer du taux XY moyen. Donc voilà, à partir du moment où j'ai maintenant un sigma alterné de comparaison et un sigma moyen de comparaison, je peux aller dans un diagramme de Goodman ou par rapport à une ligne de Söderberg et essayer de trouver une formule qui va relier ces contraintes au diamètre de mon arbre. Et donc, justement, en passant par Goodman, ben, on obtient la formule ci-dessous. Fs égale pi dq sur 32 divisé par un truc horrible, qui est une somme de deux termes, chacun composé d'une racine carrée divisée par une fois SU et l'autre SE. Alors, ce qui est important de voir dans cette formule, c'est que le diamètre, vous voyez, il intervient au numérateur, ici, pi d cube, mais il intervient aussi dans un des deux termes, là, sous la racine, au dénominateur. Ce qui fait que mathématiquement, vous ne pouvez pas inverser cette formule. Donc, sauf si il n'y a pas de force axiale sur l'arbre. Donc à ce moment-là, ce terme-là disparaît, et à ce moment-là, vous pouvez écrire que D est égal à une racine cubique de machin chouette fois des racines carrées comme précédemment. Donc c'est quand même important parce que ça veut dire que cette formule, elle était beaucoup plus utilisée en vérification, puisque pour un diamètre donné, ben, vous mettez le diamètre là-dedans, vous mettez le Tm, la force, les moments, et vous obtenez le coefficient de sécurité. Par contre, l'inverse, si vous avez une charge axiale, vous ne savez pas isoler un diamètre et calculer un diamètre en fonction d'un coefficient de sécurité donné. Alors là, je vous demande d'être vigilant, pour ceux qui lisent encore des notes de cours, enfin, des bouquins de temps en temps, si vous prenez le bouquin de référence que j'ai donné et vous regardez l'un des exercices qui est résolu, ben, ils vont vous dire, et même en théorie, ils vont vous dire, ben, on ne sait pas inverser cette formule, donc on ne sait pas l'utiliser en conception. Bon, faut quand même pas rigoler. Votre génération, c'est une génération du numérique. On peut évidemment tout à fait, non pas inverser mathématiquement cette formule, mais calculer quand même un diamètre à partir d'un coefficient de sécurité donné, simplement en fonctionnant par itération. Hein. Donc voilà, si vous voulez vraiment utiliser cette formule de Goodman, qui est la plus précise, comme je vais vous l'annoncer dans le slide suivant, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous donnez un coefficient de sécurité donné, vous essayez un diamètre D, et par essai-erreur, vous allez très vite tomber sur le diamètre qui correspond au coefficient de sécurité. Donc, dire qu'on ne peut pas l'utiliser en conception, c'est quand même un petit peu gros, mais je pense que les notes, ce livre date déjà d'il y a quelques années, donc ceci peut expliquer cela. On n'avait pas encore le réflexe numérique comme on l'a maintenant. Oh, ben voilà, c'est déjà l'exercice. Waouh, j'étais super vite. Donc, encore une chose à vous dire, c'est que, ben, comme vous pouvez déjà un peu vous en douter, la première méthode, le code ASME, ben, il est fort empirique et il est vraiment pas super précis. Donc, c'est vraiment une méthode qui est utilisée en prédimensionnement. Exemple, dans votre projet,
là, pour l'instant, vous êtes sur des schémas de principe, vous aimeriez bien savoir, quand même avoir une idée de l'arbre pour pouvoir avoir un peu plus de précision, ben, vous pouvez utiliser le code ASME, c'est très vite fait et vous aurez une idée du diamètre de l'arbre. Voilà. Le code de Westinghouse est déjà pas mal puisqu'il il tient compte d'une sécurité et donc d'une fatigue, hein, formellement. Et si vous voulez de la précision, ben, c'est la théorie de von Mises-Senki qui est la plus précise et qui donc peut être utilisée, selon moi en tout cas, en vérification, mais également en conception sans aucun problème. Voilà pour la théorie, en sachant que dans le bouquin, eh bien, vous trouverez les démonstrations de ces formules et que ben, je ne vous demande pas de les connaître. Maintenant, ceux que ça intéresse, ils peuvent toujours aller jeter un coup d'œil, mais ce n'est rien d'autre que faire un exercice en fatigue avec ben, des M et des T qui restent des variables et qui permettent d'établir ces formules. Voilà. Alors, l'exercice, eh ben, il s'agit ici, donc c'est un exercice, donc ceux qui n'arrivent pas à trouver les bonnes réponses, etc., ne vous tracassez pas, il est encore une fois résolu complètement dans le livre. Moi, je vais le faire partiellement avec vous dans le sens que je vais vous expliquer comment on démarre ce type d'exercice et ce qu'on calcule. Je vous laisserai calculer un petit peu également. Et puis ben, après, on verra ceux qui veulent vraiment faire le calcul jusqu'au bout. Ben, je suis disponible, moi, de toute manière, ici, pendant encore les 2 heures qui viennent. Donc, vous pourrez me poser des questions éventuellement si vous n'y arrivez pas. Donc ici, l'exercice est un arbre de renvoi. Donc on suppose qu'on a une charge constante. Ben, ça, c'est pour les petits coefficients dont vous allez avoir besoin dans les différents tableaux, hein. L'arbre est uniforme, il est fabriqué en acier, machin chouette. Ça, c'est pour aller chercher dans les annexes du cours ben, le SY, le SE. Laminé à chaud, avec affini de surface usinée. Ça, c'est pour les coefficients, évidemment, de fatigue. On désire un facteur de sécurité de 1,60 avec une fiabilité de 99%. Et on vous demande de déterminer le diamètre requis pour cet arbre en tenant compte des 3 critères de résistance dont nous avons parlé dans ce chapitre. Autrement dit, on vous demande d'appliquer le code ASME ainsi que les 2 autres, von Mises-Senki et Westinghouse. Alors, comment est-ce qu'on démarre ce type d'exercice? Comme vous pouvez le voir, ici, on vous donne des dimensions, hein. Vous avez un arbre sur 2 appuis, l'appui D, l'appui C, et vous avez évidemment 2 engrenages. Le premier, donc la grande roue, qui est à 450 mm du palier D, et puis le petit engrenage, qui est encore une distance de 250 mm par rapport au grand, et le dernier palier qui vient à 450 mm du petit engrenage. On vous donne les dimensions des 2 engrenages, c'est du simple au double, 350 et 700. Et on vous dit que il y a une force donc motrice ou résistante, c'est comme vous voyez, de 12 kN qui est appliquée donc sur l'engrenage. On suppose qu'on a un engrainement évidemment ici. Et on suppose que cette force fait un angle de 20 degrés par rapport à la tangente, ce qui est classique pour des engrenages, hein, comme on le verra plus tard dans le cours. Vous avez différents angles possibles en fonction du type d'engrenage, et 20 degrés est un des grands classiques utilisés. Alors, comment est-ce que je démarre cet exercice? Alors, je vous attends. Qui peut me dire ce que je peux faire? Pas quelqu'un qui a déjà vu l'année passée, s'il m'aime tellement qu'il réécoute mon cours, mais quelqu'un qui se dit, ben voilà, j'ai un exercice, quoi. Par quel bout est-ce que je le prends? Il faut déjà se souvenir peut-être des étapes précédentes. Donc, qui se souvient de ce qu'il fallait faire? Pas tous à la fois. Hop, est-ce que je peux voir les participants? Ben déjà, on va chercher notre SY et notre SUT, non? Avec notre acier. D'accord, supposons que c'est fait. Qu'est-ce que Ah, vous faites ensuite? On peut calculer la torsion dans l'arbre avec la force inclinée de 20 degrés qui fait 12 kN, non?
Oui. Et d'accord, on peut calculer la torsion, c'est bien. C'est une des choses qu'on doit calculer effectivement et qui peut se calculer. Donc, on va prendre les 12 kilonewtons, on va les multiplier par le cosinus de 20, hein, et on va multiplier par le bras de levier ici qui est de 350, de 700, pardon, non, c'est le diamètre, donc bras de levier de 350, et vous aurez effectivement le moment de torsion dans l'arme, hein, puisqu'il y en a une des roues est motrice et l'autre est résistante. Enfin, elle permet de transmettre une puissance. Donc effectivement, voilà, ça c'est un premier calcul qu'on peut faire. Mais encore, de quoi vais-je encore avoir besoin? Donc on a fait la torsion, c'est bien, on se rend bien compte qu'on va devoir faire la flexion. Comment est-ce que je vais m'y prendre? On calcule les appuis. Oui, donc on va devoir calculer les appuis. Comment est-ce que je vais faire? Ouais, les équations de la statique, ça marche pas? Ben, avant, il faudrait que je fasse un petit quelque chose, parce que comme vous le voyez, il est mis 12 kilonewtons sur la grande roue. Et oui, hein, ce sont les équations de la statique, hein, je suis d'accord. Hein. Donc si on reprend les étapes que j'ai vues précédemment, c'est un peu plus compliqué que dans la statique, genre mécastat première, hein, puisque ici on est en 3D. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir scinder en un plan horizontal XZ et un plan vertical XY, hein, et calculer dans chacun de ces plans les réactions d'appui et puis les moments de flexion, les MNV en fait, hein, les courbes de MNV dans l'arbre. Mais alors ici, vous voyez, les 12 kilonewtons à 20 degrés sont donnés sur la grande roue, et sur la petite roue, il est mis 20 degrés également, hein, puisque c'est le même type d'engrenage, avec une force F. Ce qui fait que c'est plutôt embêtant, non, pour calculer. Qui peut me dire ce que je dois faire? Pour certains, c'est peut-être évident, hein, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait que ça le soit pour tous. Que vaut ce F? Ah là, c'est silence. Hein. Oh, bah, on fait en fonction des deux bras de levier avec les engrenages. Voilà. Oui, mais c'est pas si évident que ça. Hein. Je suis peut-être que pour certains, ça paraît évident. Donc fois 700 divisé par 350. Voilà, donc il y a un rapport 2, donc la force vaudra 24. 24. Voilà, exact. Donc simplement, on doit évidemment avoir l'équilibre, la puissance qui passe par la roue, elle passe évidemment par la petite roue également, et donc je dois forcément avoir le même rapport de force. Si j'ai une plus petite roue, je vais avoir un bras de levier 2 fois plus petit. Si je dois faire passer la même chose, ben, je dois forcément avoir une force 2 fois plus grande. Vous pouvez faire l'égalité du couple tout simplement. Hein. Couple à la grande roue égale couple transmis à la petite roue, ce qui fait que F vaut 24 kilonewtons. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je suis prêt à faire alors un schéma rendu libre, donc que vous pouvez voir ici, avec toujours mes axes, les paliers, D et C, l'endroit de mes roues. Pour alléger un petit peu le dessin, ben, j'ai mis là simplement une droite verticale avec un point qui représente le point d'application de la force des 12 kilonewtons sur la grande roue. Et pareil pour la petite roue, avec chaque fois le bras de levier, 350, 175. D'accord. Ici maintenant, c'est que F vaut 24 kilonewtons. Attention, la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà de décomposer ces deux forces dans un plan vertical et horizontal. Autrement dit, vous avez verticalement, selon l'axe Y, 12 fois sinus de 20 degrés pour les deux forces, et enfin, pour l'une c'est 12, pour l'autre c'est 24, et selon l'axe horizontal Z, vous allez avoir 12 cos 20, et pour l'autre 24 cos 20. Donc ainsi, vous avez toutes les charges qui s'appliquent sur l'arbre, vous avez les réactions d'appui, et vous avez des équations d'équilibre qui vont vous permettre de calculer tout ça. Donc quand vous regardez, ben ici, si je vais travailler par exemple dans le plan vertical XY, eh bien je peux calculer mes réactions d'appui RDY et RCY
parce que j'ai deux inconnus et que j'ai combien d'équations à ma disposition? 3. Ouais, c'est juste. Il y en a une qui donne rien en X. Voilà, et celle en X qui ne donne rien, tout à fait. Donc voilà, je peux utiliser les deux autres équations pour trouver RDY, RCY. Pareil, dans le plan horizontal, je vais déterminer RDZ, RCZ. Bon, alors, On ne prend oui. pas en compte le poids propre des engrenages ou c'est négligeable par rapport à la force Je pense que c'est négligeable par rapport à la force, effectivement, parce que quand on voit les engrenages, c'est quelque chose de très castard, et même si ça paraît pas avoir un poids négligeable, ça transmet par contre des efforts énormes. Donc je serais curieux dans un cas réel du roue, c'est parce qu'évidemment on ne donne pas d'épaisseur ici, mais il faudrait voir dans un vrai montage et calculer le poids de l'engrenage par rapport aux efforts qu'il transmet. Je pense que c'est négligeable, effectivement. Voilà. Alors, donc, tous ces calculs, attention, moi, je ne vais pas les faire avec vous parce que j'estime que c'est des rappels de mécanique statique. Voilà. Maintenant, si vous ne les faites jamais, le jour où vous faites l'examen, peut-être que vous ne savez plus les faire ou que vous n'avez plus fait du drill de calcul. Voilà, c'est toujours l'éternel problème. On m'a encore demandé aujourd'hui au projet, mais si on fait une faute de calcul, c'est sur e-learning, on est comme reparti en distanciel, je vous le rappelle. Qu'est-ce que je fais? C'est comme je dis, comme je l'ai fait en dynamique, si vous faites des fautes de calcul, si c'est une bête faute de calcul, je peux être magnanime et aller revoir la copie et remettre quelques points en plus. En aucun cas, je ne remets tous les points, de toute manière, parce que, de toute manière, vous êtes censé être capable de calculer juste. Et donc, c'est une des compétences que l'on doit constamment vérifier et réévaluer tout au long de vos études. Donc, voilà, si on ne vérifie plus que vous calculez juste, ça va pas être correct pour entrer dans la vie après pour votre boulot. Je suis pas sûr que votre employeur soit d'accord que vous ne calculiez pas juste. Donc voilà, après il y a un juste milieu, bien sûr. Je ne suis pas sectaire non plus, je pense. Et donc ça, c'est à discuter et à voir au cas par cas en fonction des exercices réalisés. Mais donc, tout ça pour vous dire que mon conseil quand même, c'est une fois de faire cet exercice de A à Z. Alors, j'ai pas eu le temps, malheureusement. La situation est très compliquée, ce premier quadrille. Je ne sais pas faire autant de choses que je le voudrais, notamment comme je l'ai fait pour le cours de dynamique. Mais l'idéal, ça aurait été de faire cet exercice-ci ou un autre exercice en e-learning, avec comme ça vous force un petit peu à faire les calculs par vous-même. Bon, moi, ici, voilà, ce n'est pas fait. Je ne pense pas que ce sera fait parce que, comme on est parti en distanciel, je vais avoir beaucoup de boulot dans mes autres cours également. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas tricher, c'est-à-dire de ne pas aller voir la résolution qui est dans le cours, dans les notes dans le bouquin, il est fait cet exercice. Moi, je vais vous rappeler tout ça quand même, vous rappeler comment on fait, mais je vous propose de faire vraiment les calculs par vous-même et de calculer, dans un premier temps, ça je vous rappellerai pas comment on fait, on vient d'en parler, calculer les réactions d'appui suivant Y et suivant Z au palier C et au palier D. Donc, faites-le par vous-même à la maison. On va pas passer du temps à faire ça ici en distanciel, mais ça vaut la peine de dérouiller un petit peu votre cerveau et de refaire un peu ces petits calculs. Donc, voilà les résultats qui vous sont donnés ici pour les différentes réactions d'appui. Maintenant que j'ai mes réactions d'appui, qu'est-ce que je peux faire? C'est tenter de tracer les MNV. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est mieux de le faire à partir d'une feuille blanche, mais je vais vous rappeler comment on fait. Alors, ici, vous voyez, dans chaque plan, à gauche, c'est dans le plan X, Y, donc ça, c'est dans le plan vertical, et à droite, c'est le plan horizontal. Vous avez les réactions d'appui qui sont notées, RDY 5,71 kN, les charges ici 4,10 et 8,21 ça provient évidemment des roues. Donc, quand vous regardez, c'était 12 kN et je suppose que 12 fois le sinus de 20, ça doit faire sûrement 4,1. Et les 24 vont donner les 8,21, etc., etc. Donc, voici ici toutes les charges dans le plan vertical. Et à partir de là, on fait les diagrammes des MNV. Alors, comme il n'y a pas ici de N,
puisqu'il n'y a pas de charge axiale, eh bien, on va faire que les diagrammes des V et des N. Et donc, la première chose, petit rappel, on part de la réaction d'appui tout à gauche, 5,71. Il n'y a rien du tout jusqu'au point A, c'est constant, 5,71. Chute verticale de 4,10, 5,71 moins 4,10, 1,61. Rien du tout entre A et B. Je redescends de 8,21. Je suis donc à moins 6,60. Et comme je n'ai rien jusqu'au point C, je suis donc constant. Et la force au palier, 6,60, est bien égale au moins 6,60 obtenu précédemment, ce qui me rassure sur mon calcul. Ça veut dire que je retombe bien à 0 en bout d'arbre pour mon effort tranchant. Voilà. Pour les moments, le plus simple, vous faites un surfaçage. Donc, le moment ici, il est constant, ça veut dire qu'en dessous, il est linéaire. Il est linéaire, il correspond à la surface ici, en dessous du diagramme dV. Donc ici, c'est limité, mais c'est le diagramme dV, bien sûr. Et donc, vous avez le moment ici au point A qui va être égal à 5,71 fois les 450 mm, ce qui donne en newton-mètre 2570. Vous pouvez faire le calcul par vous-même. Ensuite, je vais avoir une pente, ça ne se voit pas bien au diagramme ici, mais on a une pente plus grande jusqu'au point A qu'entre A et B, puisque ici, on a un effort tranchant constant de 1,61. Donc, je rajoute à mes 2570 1,61 fois 250 pour arriver au point B et avoir le moment au point B de flexion qui vaut 2970 Nm. Voilà, et si j'ai bien travaillé, les 6,60 fois les 450 mm dans les bonnes unités doivent me donner les 2970 puisque je dois retomber à 0 en bout d'arbre. Et voilà, donc je peux refaire la même chose dans le plan horizontal, X, Z. Vous avez les réactions d'appui, les forces qui s'exercent, etc., etc. Et on fait la même chose et pareillement, on obtient le diagramme des moments. Voilà. Et quand on voit ça, eh bien, on peut dire que le point critique, il est où, bien sûr? Pas tous à la fois. Il est en B, évidemment, puisque j'ai, de toute manière, c'est là, c'est à cet endroit-là, donc au niveau de la petite roue, et c'est normal puisque j'avais un effort plus élevé, si je reviens en arrière, ici vous aviez 12 kN et ici vous avez 24 kN. Donc c'est là qu'on pousse le plus sur l'arbre, par conséquent c'est là qu'on va avoir une flexion la plus importante, et donc qui va être donnée par une flexion dans le plan horizontal plus une flexion dans le plan vertical, et ça veut dire que la flexion maximale va être dans un plan oblique, qui va être une flexion de racine carrée de la somme des carrés des MB dans les deux plans, tout simplement. Donc le point critique est bien en B, en tout cas au niveau de la flexion. Maintenant au niveau de la torsion, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que c'est critique? Entre A et B, mais on ne sait pas où. Partout. Au niveau de la torsion, c'est constant partout. Ça va être la même chose de A jusque B, puisque vous avez un couple moteur sur une des roues et un résistant sur l'autre roue. Entre les deux, le couple de torsion va être constant, effectivement, entre A et B. Donc, mon point critique à tous les coups, mon point critique en flexion et torsion réunis sera au point B. Voilà, puisque là, la torsion, elle est constante entre les deux points et que la flexion, elle est maximale au point B. J'ai donc un point critique au point B et c'est là que je vais devoir faire mon calcul de diamètre d'arbre. Ça va pour tout le monde? Donc ça, voilà, ça c'est important, c'est la marche à suivre. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est cours de première presque. C'est seulement maintenant que vous avez ces chiffres-là, moment de flexion, couple de torsion qui se calcule également, c'est seulement après ça qu'on peut commencer à faire l'exercice en fatigue à partir des formules vues au cours aujourd'hui. Donc, je continue, section critique en B, comme annoncé, le moment dans le plan oblique, ça va être la racine carrée de 2970 au carré plus 4194 au carré, et tout ça, ça donne 5139 Nm. Dans un plan oblique, là, on s'en fout de l'angle, quelque part. Tout ce qui compte, c'est que je sache ce que vaut ce moment de flexion critique. Et la torsion, si vous faites le calcul avec le bras de levier, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez obtenir... alors attention quand même, je vous signale, donc pour avoir cette torsion, il ne faut pas prendre les 12 kN, il faut bien prendre les 12 cos 20,
kN fois le bras de levier de 350. Hein. Et donc, on obtient un couple de torsion de 3947 Nm. Voilà, on a notre section critique, on a le moment et la torsion. On peut maintenant essayer d'appliquer les différentes formules vues au cours sur les arbres. Alors, en parallèle, je ne vais pas encore voir les différentes formules, vous donner les résultats, je vais vous laisser travailler un petit peu, mais comme je me disais que l'exercice est un peu court et qu'il est résolu dans le livre, je demande un petit exercice supplémentaire au calcul du diamètre. Donc ici, c'est clairement un exercice de conception. Hein. On vous demande quel est le diamètre comment dois-je dimensionner mon arbre pour qu'il tienne le coup s'il doit supporter 2 engrenages. Voilà. Et donc, calculer, ce qui vous est demandé, c'est de calculer le diamètre. Donc, ce sont bien des formules de conception. Et moi, je vous demande de faire le calcul à l'envers, sans vous dire quels sont les diamètres qui sont trouvés hein, dans l'exercice. On verra que c'est évidemment quelque chose de semblable à ce que j'ai mis ici. Eh bien, moi, je vous demande de faire le calcul inverse et de dire, calculez-moi la sécurité si le diamètre de l'arbre est de 100 mm. Et donc, vous allez prendre la section critique en B. Vous allez me calculer pour un diamètre d'arbre de 100 mm la contrainte de flexion en B, l'effort tranchant en B et le taux de torsion, la contrainte tangentielle de torsion qui est due au moment de torsion en B. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation. Pour info, c'est sur le slide suivant, c'est 20, enfin, peu importe, de toute manière, vous devrez faire le calcul par vous-même. Donc, voilà les valeurs que l'on trouve, c'est aussi pour vous donner des ordres de grandeur, qu'on trouve pour un diamètre de 100 mm. Donc, vraisemblablement, ce que je vais trouver en utilisant les formules de conception, si je me rappelle bien, j'avais dans l'énoncé, c'était un coefficient de sécurité de 1,60. Eh bien, vu qu'ici j'ai mis un diamètre de 100 mm et que je vous demande de calculer la sécurité, ben vous allez voir qu'on trouve une sécurité de 2, ce qui est bien logique par rapport au 1,60 de l'énoncé. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Bon. Comme vous le voyez ici, vous avez du sigma de flexion, vous avez du taux XY dû à l'effort tranchant et vous avez du taux de torsion. Alors, bon, la première chose, sans même regarder le taux de torsion, d'accord, il y a une chose très importante, je pense que je vous l'ai déjà dit au cours, c'est qu'on néglige souvent l'effort tranchant. Pourquoi? Qui peut me rappeler pourquoi? Parce que où la flexion est maximum, l'effort tranchant est vous zéro. Voilà, parce que la répartition dans la section, hein, attention, c'est important de le dire, hein, ce n'est pas sur la longueur de l'arbre, hein, mais dans une section, ce qu'on a, c'est que l'effort tranchant, il est comme une parabole, si vous voulez, une parabole inversée. Donc, il est maximum au centre de la section et il est minimum, je ne dirais pas nécessairement nul, il y a toujours une valeur en général, mais en tout cas, il est plus faible aux extrémités de la section. Or, pour la flexion, c'est l'inverse. Et la flexion a souvent des contraintes beaucoup plus importantes que l'effort tranchant. Comme vous le voyez ici, l'effort tranchant crée autour de 2 mégapascales. La flexion, elle crée 52 mégapascales. Alors, si c'était au même endroit, on les ajouterait, d'accord, ça ferait 54. Mais comme ils ne sont pas aux mêmes endroits sur la section, eh bien, on néglige très souvent, en tout cas, dès qu'on a de la flexion, on ne fait pas ça pour une vis, hein, d'accord. Un assemblage boulonné, on le dimensionne à l'effort tranchant, hein, très souvent. Donc, mais ici, ça n'a pas de sens. C'est négligeable et donc, on n'en tient pas compte dans les formules. Par contre, le taux de torsion, lui, on en tient compte, bien sûr, puisque le taux de torsion, il est maximal également à l'extrémité de la section. Et en plus, ici, il n'est pas négligeable. Donc voilà, je vous demanderai de faire cet exercice-là également. Alors, pour la petite histoire, l'exercice initial qui est résolu dans le bouquin, eh bien, par le code ASME, je vous invite à essayer de le faire, eh bien, vous tombez sur un diamètre de 81 mm. Si vous faites le code de Westinghouse, vous allez tomber avec... Donc ça, c'est des réponses intermédiaires. Hein, donc moi, je vous invite à faire les calculs, bien sûr. Bien, vous allez tomber avec une limite d'endurance de 122,1 mégapascales.
Ça, c'est en tenant compte des coefficients K1, KB, KC, KD, hein, de la fatigue. Hein. Donc, il faut faire vraiment tout l'exercice. Et avec cette valeur de SE de 122,1 mégapascal, on trouve un diamètre par la formule du code de Westinghouse de 90 mm. 90 mm pour un coefficient de sécurité de 1,60. Je vous rappelle, c'était une donnée du problème initial. On vous dit, pour une sécurité de 1,60, quel va être le diamètre de mon arbre? Eh bien, Westinghouse vous donne 90 mm. Vous pouvez remarquer, le code ASME ne vous donne que 81 mm. Ben, comme je vous l'ai dit, le code ASME ne tient pas trop compte de la fatigue. C'est des formules empiriques qui sont basées plutôt sur la statique, donc on trouve un diamètre un peu moins élevé. Et si on fait le même calcul par von Mises-Senki, qui est le plus précis, eh bien, on va trouver un diamètre de 93 mm. Alors, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas utiliser en conception très facilement la formule de von Mises-Senki, mais dans ce cas-ci, bien, parce que la force axiale, elle vaut 0. Il n'y a pas de force axiale dans l'arbre. Par conséquent, la formule Fs égale, allez revoir sur le transparent, sur le slide, eh bien, vous allez voir que cette formule, elle est très facilement invertible, comme pour le code Westinghouse. Et donc, vous trouvez très facilement le diamètre égal à 93 mm. Voilà. Tout ça est fait dans le cours. C'est très intéressant à faire par vous-même, mais je ne vais pas passer mon temps à le faire avec vous. Par contre, je vais toujours bien répondre aux questions, bien sûr. Moi, je continue dans le même ordre de grandeur. Je vous montre ce que ça donne pour un diamètre de 100 mm au point B qui est critique. Si on fait les calculs, eh bien, voilà ce qu'on trouve. Comme je vous l'avais dit, on trouve un sigma de flexion de 52, un effort tranchant de 1,88. Je vous invite à faire les calculs. Et un taux de torsion, taux XY de torsion de 20 mégapascal. Voilà, celui-là, il est négligeable. Et si on fait ce calcul en fatigue à partir des contraintes combinées de von Mises, eh bien, donc, on va trouver un sigma moyen d'une certaine valeur, un sigma alterné d'une certaine valeur. Ça, je vais vous le laisser faire. Et si on fait vraiment l'exercice en fatigue de manière complète, eh bien, on va trouver un coefficient de sécurité de 2. Ce qui est normal, puisque je vous rappelle que au slide précédent, on a trouvé pour un coefficient de sécurité de 1,60, on a trouvé, suivant le code utilisé, un diamètre d'arbre d'une fois 80 et des, une fois 90 et une fois 93. Je vais remettre. Voilà, une fois 81, une fois 90, une fois 93. Bien, si vous prenez un arbre, si vous faites le calcul inverse, et vous prenez un arbre de 100 mm de diamètre, et que vous faites le calcul de sécurité en B, eh bien, vous allez trouver, si vous faites l'exercice en fatigue, vraiment, pur et dur, par rapport à une droite de Goodman avec les formules de von Mises, ce qui correspond à von Mises-Senki, eh bien, vous allez trouver une sécurité de 2. Ce qui est logique, c'est une sécurité plus grande qu'un 60, puisque l'arbre a un diamètre de 100 mm. Voilà pour tous les résultats. Comme ça, vous avez une vue globale des choses. Voilà, après ces clavettes. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est tout est sur e-learning, hein, de toute manière. Je pense que ce PowerPoint-ci y est aussi. Eh bien, je vous invite à faire cet exercice et à l'endroit et à l'envers. Donc, à l'endroit, il est fait tel quel dans le cours. Peut-être que le mieux, c'est de le faire avec le diamètre donné de 100 mm, puisque ça, ce n'est pas fait dans le cours. Et si vous avez des problèmes, vous ne trouvez pas des valeurs, on peut toujours échanger. Je suis toujours présent ici sur la room et je vous attends pour éventuellement répondre à vos questions. Donc moi, à la limite, ce que je ferai maintenant à votre place, j'essaierai de résoudre l'exercice à partir de la connaissance du diamètre de 100 mm. Je calcule les contraintes de flexion, effort tranchant, taux de torsion, voir si je tombe sur les bonnes valeurs. Une fois que j'ai ça, j'essaye les différentes formules de vérification des deux codes, hein, puisque c'est par rapport à un coefficient de sécurité, vous ne pourrez pas utiliser le premier code ASME, hein, vous n'avez pas accès à une sécurité dans le code ASME, donc vous pouvez utiliser von Mises-Senki et je ne sais plus le nom de l'autre. Enfin bref, les deux derniers codes, hein, donc Westinghouse, voilà, je tombe dessus. Donc, vous utilisez la formule de Westinghouse et la formule de von Mises-Senki pour calculer la sécurité, le coefficient de sécurité, et voir si vous tombez sur quelque chose qui est autour de 2. Et comme dernier exercice que vous pouvez faire pour
vous rappelez un petit peu la fatigue, eh bien, vous pouvez repartir de ces contraintes ici, sigma m de von Mises, sigma alterné de von Mises, et faire le calcul par rapport à la droite de Goodman. Mais c'est ce que donne la formule Fs égale de von Mises-Encke. Donc, mais je vous invite de refaire cet exercice en fatigue. Comme ça, vous refaites un petit exercice de fatigue et c'est vite fait. Vous dessinez votre droite de Goodman et vous calculez la sécurité avec la formule générale et vous devez tomber sur 2 comme ce que vous donnera la formule de von Mises-Encke, où là, on a fait le travail pour vous en fonction des paramètres que sont moment de flexion et compagnie. Voilà, est-ce que c'est clair au moins? Est-ce que vous voyez ce que je vous demande de faire? Hop. Chat, je regarde. Ça a l'air clair. Ça a l'air clair? Mais voilà, je ferme mon partage, je ferme ma caméra, mais je vous entends. Si vous avez des questions, vous m'interpellez et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là jusque 5 heures. On a cours jusqu'à quelle heure normalement? 5 heures. Donc jusque 5 heures, 5h10. Vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. Ça va? Bon travail à tous.